000 €? Mais non, je déconne. 400 € la semaine. Mais attention, Gigi, pas de blague, hein. La mère Mongeau, c'est une vraie maniaque. Moi, elle me tue si jamais tu lui abîmes son chalet. Ça va, on n'est pas des sauvages, René. Mais j'ai dit que c'était pour un ami. Hein. Sinon, il loue pas, sinon. 400 €, c'est génial, hein. J'ai un mois pour les trouver. Ah ouais, mais t'oublies tout le reste. À la montagne, tout est cher. Ça fait combien, alors? Bon, tu vas y aller comment, en train? Train. Alors, 2 adultes plus 3 enfants en 2e classe, ça va chercher dans les 250 €, ça. 250? Ben, je prends la voiture. Ah bon, ok, pas pour la voiture. Alors, tu prendras la nationale ou l'autoroute? Putain, René, tu me gonfles avec tes questions. En plus, tu sais très bien que j'ai pas de caisse en ce moment. Parce que sur l'autoroute, tu consommeras moins, mais t'as les péages. Alors, à vue de nez, ça va chercher dans les 100 € grosso merdo. Alors, une semaine de bouffe. Je te conseille de faire les courses ici parce que sur place, tu peux multiplier par 2. Alors, disons 5 fois 3 fois 2,50 € fois 7. Bon, bah, ok, hein, ça fait dans les 300 €. Non, mais la bouffe, c'est réglé, c'est Suzy. Alors, l'équipement. 5 pantalons, 5 anoraks, 5 bonnets, 10 paires de chaussettes, 5 paires de gants, 5 chaussures après-ski. Ça va chercher au mieux dans les 400 €. Bah, tu peux te faire prêter des trucs. Ça y est, t'as fini, là? Attends. Il te reste les skis, les bâtons et les chaussures. Ah non, les chaussures, tu les as déjà comptées avant. Non, j'ai compté les chaussures après le ski. T'as les chaussures pendant le ski. Alors, pour l'équipement, on va rajouter une enveloppe de 150 € encore. Bon, alors ça fait combien, là? Non, attends, t'as les forfaits. Les quoi? Les forfaits. Alors, si tu veux, c'est un petit peu comme une sorte de carte orange pour la montagne. Alors, au jet, je sais pas combien ça fait, ça va faire dans les 40 € par personne. Ouais, bah, ça fait 200 €. Alors, j'additionne. 100 plus 300 plus 400 plus 150 plus 200. Si t'as une voiture, ça fait dans les 1150. Et il faut toujours rajouter une petite enveloppe pour les extras, hein, tu vois ce que je veux dire? Une petite crêpe, une lotion solaire, non, une écharpe. Bon, allez, ça fait dans les 1300 € grosso merdo. Plus la location du chalet. Allez, disons 1700 € et on n'en parle plus. 2000 €. Ouais. Pourquoi j'ai pas fermé ma gueule? I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, cours de mime? Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mer suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Cette semaine, on a bien évidemment débuté par un extrait hommage à Jacques Frantz, qui nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 73 ans. Grand homme de théâtre, personnage de l'ombre du cinéma puisqu'il a doublé entre autres Robert De Niro, John Goodman, Mel Gibson ou encore le personnage de Sully dans Monstres et compagnie. Jacques Frantz avait eu aussi quelques rôles au cinéma et notamment dans La Première Étoile, film dans lequel il retrouve un autre comédien de doublage de renom, Lucien Jean-Baptiste. Avec le décès soudain de Jacques Frantz, le doublage français perd une nouvelle voix de légende après les morts récentes de Med Hondo et Patrick Poivet. Sont à ma compagnie pendant 1h30 ce soir Marie, Florent, Antoine et Benoît. Bonsoir à vous. Bonsoir. J'espère que vous êtes en forme. Un petit mot sur Jacques Frantz ou sur La Première Étoile. Parce que moi, je me souvenais plus qu'il jouait dans ce film-là et quand j'ai entendu sa voix, je l'ai reconnu. Direct, ouais. Ah oui, direct. Bon, vous allez aussi croire que chaque semaine, du coup, je mets des films qui sont tournés en bas de chez moi, puisque cette scène de La Première Étoile a été tournée dans ma rue quand j'habitais encore à Ivry. La semaine dernière, on a eu 2 qui étaient tournés dans notre rue à Montpellier. À la réalisation de l'émission, vous retrouverez les habituels Claire et Margot maintenant. Bonsoir à vous aussi. Au programme de la soirée, 2 longs métrages, The Nightingale de Jennifer Kent sur OCS et Vanguard de Stanley Tong sur Amazon Prime Video. Et outre ces films, il sera aussi question d'un immense cinéaste,
Orson Welles. À cette occasion, nous accueillerons Jean-Philippe Trias, professeur d'université à Paul Valéry, expert du cinéaste et qui vient de diriger aux éditions Mimesis le livre Après Welles, paru jeudi 11 mars. Je le montre pour la vidéo. Le quiz sera aussi au programme, tout comme les news. D'ailleurs, on commence tout de suite par ça. C'est parti pour les news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter, and here's what's making news. Au sommaire, le mercato, Corinne Maziero et la réouverture des salles. C'est parti. Non, j'ai pas eu de triple rime, malheureusement. Le mercato, c'est comme ça, hein, c'est une fois sur deux. Du coup, cette semaine, c'est la semaine où on a un surplus d'infos mercato. Alors que commençons donc en France avec Isabelle Adjani qui va collaborer pour la première fois avec François Ozon. En effet, le metteur en scène va adapter une pièce de Rainer Werner Fassbinder, Les larmes amères de Petra von Kant. Fassbinder avait d'ailleurs déjà adapté sa pièce en film en 1971. Aux côtés d'Adjani, on retrouvera Denis Ménochet qui avait déjà collaboré avec Ozon dans Grâce à Dieu. Est-ce que cette collaboration vous tente autour de la table ? Mais alors Ozon, il tourne des films comme Je change de pull ou quoi ? Non mais là, attends. Non mais il a déjà terminé un film et là c'est un nouveau film qui va commencer. Enfin, il n'a pas de producteur, lui. Le Covid ne l'arrête pas. Moi j'attends de voir. J'ai bien envie de voir. Oui. Très bien. Au revoir. Traversons l'Atlantique pour un mercato spécial États-Unis. Cette semaine, on a appris que Jake Gyllenhaal allait enchaîner un nouveau film d'action après le Ambulance de Michael Bay. Le comédien américain vient de signer dans le nouveau film du réalisateur de Tyler Rake, Sam Hargrave. Ça s'appelle Combat Control. Le pitch, alors il va te plaire, Marie. Le long métrage retracera le destin du sergent Nathan Chapman, mort au combat en 2002 en Afghanistan, mais qui est monté en grade des années plus tard à titre posthume. Il y a tout ce que t'aimes là. Ah là là, mais alors là, ça va être le film de l'année, je pense. Ça va être génial. Tu vois, imagine s'il avait été en même temps que Cherry. Jake Gyllenhaal, mais il s'était fait moins présent ces dernières années aussi. Il a beaucoup produit. Il était derrière, par exemple, Relique, Le Diable tout le temps aussi. Mais là, il se remet un petit peu sur le devant de la scène. Oui, mais pourquoi avec ce type de production, de scénario, oui. Il a fait tellement mieux, c'est dommage. Oui. Bah, ça fait penser un petit peu aussi à Jared qu'il avait fait avec Sam Mendes. Donc c'était un petit peu dans cette veine. Il faut arrêter à un moment donné, il faut faire autre chose. Les deux dernières infos mercato vont toutes deux parler de suites dont on n'attendait pas forcément l'existence. Hein. La première concerne un Ace Ventura 3. Dont Amazon Prime Video, incroyable. Amazon Prime Video aurait lancé le feu vert suite au succès d'Un Prince à New York 2. Hein, autant en profiter. Toujours avec Jim Carrey. Alors j'espère que tous les ingrédients des deux premiers épisodes seront en rendez-vous, à savoir Jim Carrey, des animaux, des blagues caca-prout, beaucoup d'homophobie et de transphobie. Pourquoi tu craches sur tout ce film que t'adores ? Pourquoi tu craches Hein ouais, mais quand c'est tu le revois quand même. C'est des plaisirs coupables d'enfance, Antoine. Quand tu le revois. Pas des plaisirs coupables, j'adore. Bon, toi, ça t'intéresse, Antoine, j'imagine. Ace Ventura 3, faut que ce soit bien là écrit, t'es partant. Comme les deux premiers. Hein, bien écrit. Ouais. Pour le deuxième projet que l'on n'attendait pas, on reparle de Volte-Face 2. Un mois après le lancement du projet, le metteur en scène du film, Adam Wingard, a confié que Nicolas Cage et John Travolta étaient chauds pour reprendre leur rôle et ainsi pouvoir payer leurs impôts. Il a pas dit la seconde partie, bien sûr. Il a également confié que le duo souhaitait d'abord lire le scénario de ce deuxième épisode. Plus qu'à attendre que Wingard et son comparse Simon Barrett finissent le scénario. Est-ce que ça aussi, ça vous donne envie, Volte-Face 2 ? Ça veut dire qu'ils vont se refaire découper le visage pour se le remettre sur l'autre. Mais surtout que Nicolas Cage, il meurt dans le premier. Peut-être pas. Ah bah ça se peut. Voilà. Non mais surtout ce duo Nicolas Cage et Travolta aujourd'hui, c'est quand même incroyable de les voir ensemble au cinéma. Finalement, ils essayent de surfer. Comme Ace Ventura, ils surfent sur les vieux acteurs. Mais tu vois, Un Prince à New York 2 qui a été un succès sur Amazon Prime Video. John Travolta, il a déjà un visage qui peut plus bouger. Comment ils vont faire pour les effets spéciaux ? Le coup bas. Bon allez, première info hors mercato et première connerie. Je m'explique. Quoique il y en a eu avec Ace Ventura 3 et Volte-Face 2. Donc suite à la séquence où Corinne Maziero s'est mise à nu sur scène durant les Césars, 10 parlementaires, les Républicains, ont porté plainte contre l'actrice pour exhibition sexuelle. Julien Aubert, député LR du Vaucluse, avait déclaré: Corinne Maziero s'est totalement déshabillée, imposant sa nudité d'une part au public physiquement présent dans la salle de spectacle et d'autre part aux téléspectateurs
téléspectateurs de l'émission. Lundi, Rémi Heitz, procureur de Paris, a classé la plainte sans suite. Dans la foulée, Julien Aubert n'a pas perdu de temps à réagir en dégainant un communiqué. Il a déclaré « On retiendra qu'on peut faire n'importe quoi à heure de grande écoute et privatiser un canal à partir du moment où c'est pour la cause, entre guillemets. Maziero est nu, la loi aussi. » Ah là là. N'importe quoi. Est-ce qu'il y a des réactions étonnées à cette connerie autour de la table? Pas étonnées, mais par contre, en face, on a Canal+ qui censure un documentaire sur des femmes journalistes pour protéger Pierre Ménès, et ça, on dit rien, il n'y a pas de plainte contre ça, par contre. Là, ça passe crème. Mais surtout, il y a un mec qui s'était mis tout nu, je sais plus pourquoi. Oui, pour les Molières. Ça n'avait pas du tout fait de bruit. Oui. Mais non, on avait dit que c'était un génie, que c'était incroyable ce qu'il avait fait. C'est parce que là, c'est Corinne Maziero, c'est pour ça. Parce que c'est une femme. Mais Guillaume Meurice avait fait une chronique il n'y a pas longtemps sur ça, où il interrogeait les gens et je peux te dire que tu entends des sacrés trucs. Bon, en tout cas, ça ne m'étonne pas que ça vienne des Républicains. Terminons ces news par une bonne nouvelle, enfin je crois. En effet, on commence à y voir un peu plus clair sur la réouverture des salles en France. Enfin, je crois aussi. Vendredi, la Fédération nationale des cinémas français a annoncé que la réouverture des salles allait se dérouler en 3 étapes après une réunion tenue avec le ministère de la Culture. Contacté par le film français, un des participants à la réunion a déclaré « Il y aurait 3 étapes sans que l'on sache quand commencera la première et ce ne serait pas lié à des critères sanitaires. Une fois que la première étape aura débuté, le reste suivra en calendrier. Ce sont des étapes liées à une réouverture progressive pour atteindre 100% des jauges. » Donc la FNCF a ensuite précisé ces étapes qui seraient espacées de 3 à 4 semaines. Donc la première, c'est une réouverture des salles à 35% des jauges, la deuxième à 65% et la troisième donc 100%. Bon, à part ça, on n'en saura pas plus et c'est dommage, vous l'aurez donc sans doute compris, on n'est pas plus avancé sur la date de réouverture des salles de cinéma. Des réactions là encore sur ce projet de réouverture en 3 étapes. Vous avez espoir pour que ça soit dans pas longtemps? Je pense qu'ils vont plutôt privilégier de réouvrir Ikea que les salles de cinéma. Oui. C'est évident. Malheureusement. Clôturons donc cette partie news pour maintenant ouvrir une partie spéciale consacrée à l'un des plus grands metteurs en scène du cinéma, Orson Welles. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Dans ce film, le héros meurt au début et des journalistes décident d'enquêter sur ses dernières paroles. Comme dans Citizen Kane. J'appelle ça du plagiat. Les journalistes vont interviewer des gens sur le héros. Vous allez voir que les témoignages, ça va être des flashbacks. Je les vois trop arriver. Rosebud! Vous aurez sans doute reconnu La classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézeret, grand détournement dans lequel le duo a repris des extraits des films de la Warner en les redoublant. Ce film est d'ailleurs cité dès les premières pages de Après Welles, livre dirigé par Jean-Philippe Trias, qui est notre invité du jour. Bonsoir Monsieur Trias, comment allez-vous? Bonsoir, merci pour l'invitation. Écoutez, ça va... Comme on lundi, ça c'est dans OSS 117, donc comme mercredi. Comme un mercredi. À part qu'on aimerait que les salles de cinéma, les musées, les salles de concert soient ouvertes, les théâtres. Ça, c'est encore un autre problème. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter qui est Orson Welles? Je sais que c'est un peu une question vaste, mais... c'est un monsieur qui a un château en France, comme on vient de le voir. Et qui meurt, qui dit Rosebud, et on va refaire toute son histoire pour savoir si c'était un cheval, un traîneau. Welles, c'est quelqu'un qui a fait sa carrière à l'envers. Il a commencé par une super production, un chef-d'œuvre, et il finit en faisant des films amateurs. Donc a priori, on fait ça dans l'autre sens. On commence par des petits films et on fait son grand chef-d'œuvre à la fin. Donc lui, il commence avec une réputation de petit génie, d'enfant prodige. Oui, parce que du coup, il a travaillé d'abord au théâtre, à la radio, où il avait fait La Guerre des Mondes. Donc il se dit qu'à 10 ans, il joue déjà Shakespeare. Très jeune, il se retrouve à mettre en scène à New York des pièces d'avant-garde, notamment Macbeth joué entièrement par des Noirs. Il se fait repérer par... l'Amérique entière en faisant une émission de radio qui mettait en scène La Guerre des Mondes de son presque homonyme H.G. Wells,
qui effraie une partie, enfin qui sème un peu la panique aux États-Unis. Ouais, parce qu'ils pensaient vraiment que c'était en train de se dérouler, quoi. C'est ça à l'époque. Oui. Alors en fait, l'émission de radio est présentée comme une mise en scène. Ouais. À part qu'à l'époque, les spectateurs, enfin les auditeurs plutôt des radios, changent de chaîne. Et donc beaucoup d'auditeurs sont arrivés sur l'émission, qui se présentent comme une émission d'actualité, avec des témoignages effrayés par les martiens qui sont en train d'envahir la Terre. Et donc tous les auditeurs qui n'ont pas suivi le début de l'émission ont cru que on pris ça pour argent comptant. Donc il se fait repérer par Hollywood, qui lui donne une carte blanche comme on n'en a jamais vu. Il doit faire un premier film ambitieux qui est Au cœur des ténèbres, qui va devenir Apocalypse Now quand Coppola s'attaquera à ce roman. Il veut tourner en extérieur, la RKO, la société de production, refuse. Donc le projet devient trop cher, donc il se rabat sur un petit projet de substitution, et c'est Citizen Kane. Une bonne partie de la critique, qui a été classé comme plus grand film de l'histoire du cinéma pendant des années par la critique anglo-saxonne, la critique internationale. Vertigo est passé devant il y a quelques années, mais bon. Donc il fait ce chef-d'œuvre, et puis ensuite il aura le plus grand mal à faire des films qui seront coupés, mutilés par les studios. Il quitte Hollywood en laissant des films inachevés ou mutilés. Ouais, il a beaucoup de films, j'ai compté, donc je crois qu'il a fini 14 films, et il y en a 5 qui ont été... il y a 5 films inachevés en plus. Ouais, plus que ça même, si on compte des films qui ont été à peine démarrés. Et donc il continue sa carrière en Europe avec des budgets dérisoires, et avec l'idée de chercher à être le plus indépendant possible, le plus autonome possible. Donc, par exemple, il se lance dans un film sur Don Quichotte pour lequel il va tourner des plans pendant plus d'une dizaine d'années, entre 57 et 72, 15 ans même. Ces 2 acteurs principaux meurent l'un après l'autre, donc forcément le film reste en suspens. Et puis les derniers films qu'il va faire, ça va être des films, on le surnommait l'homme orchestre, le one man band. Il finit par faire ses films tout seul, où il fait absolument tout sur ses films. Et ces derniers films sont vraiment des films bricolés en tirant le diable par la queue, avec des bouts de ficelle. Et c'est quoi le style Orson Welles? Comment on peut le caractériser? C'est compliqué parce que selon qu'il a une équipe américaine aguerrie, ou européenne, c'est pas la même chose. Un chef opérateur excellentissime, Greg Toland sur Citizen Kane, ou qu'il est en Europe avec une toute petite équipe, c'est pas le même. Ce qui est sûr, c'est que quels que soient les films, il y a toujours une très grande expressivité. Donc quand il est à Hollywood, ça passe par des très grands mouvements de caméra, des très forts contrastes. Et quand il est sur un tout petit film avec une toute petite équipe, cette expressivité elle va passer par exemple par le montage, par des cadrages inclinés, des montages complètement scandés. Bon, il y a un film, je pense, qui a fait école pour beaucoup de cinéastes d'action, c'est Falstaff, qui est une adaptation de Welles, où il y a un peu de budget, où il y a une scène de bataille au milieu qui fait une bonne dizaine de minutes, où il y a, je ne sais plus, de mémoire, je dirais 600 plans, et c'est complètement haché, très fragmenté, et on retrouve ça dans Gladiator et dans plein de films d'action. Donc c'est toujours chercher l'expressivité de l'image. Et bon, malgré les variations du style entre des très grands plans séquences et des montages très fragmentés, je pense qu'on reconnaît un film de Welles assez vite à quelques plans. Et c'était des films qui étaient des succès publics à leur sortie, Orson Welles, ou c'était que du succès critique? Non, rarement quand même. Rarement. Citizen Kane, parce que le film a été... la carrière du film a été un peu limitée par l'opposition de plusieurs majors à ce film. Le procès a eu du succès, un succès relatif. Sinon, non, il n'a pas eu des succès. C'est aussi pour ça qu'il n'avait pas forcément les budgets. Et ça a été quoi le problème avec Orson Welles à Hollywood? Il était trop instable, il était trop à tout vouloir faire tout seul, tout bien contrôler? Il y a peut-être un peu de ça. Alors, il y a une sorte de jalousie. C'est-à-dire qu'il y a un jeune homme de 25 ans qui débarque à Hollywood, on lui donne une carte blanche pour être auteur, producteur, réalisateur, acteur... scénariste, avec Herman Mankiewicz. Il y a un peu de jalousie. Après, sur Citizen Kane, il s'attaque à une figure... j'imagine que tout le monde a vu Mank de Fincher, qui est un peu partial parce qu'il met en avant la figure de Mankiewicz comme l'auteur du scénario, où elle s'est beaucoup réécrit et beaucoup fait avancer, modifier ce projet. Mais il s'attaque à une grande figure de William Randolph Hearst, une grande figure des médias, de la presse,
qui est allé jusqu'à proposer d'acheter le négatif à la RKO pour le brûler pour pas que les films existent. Donc c'est une des choses qui lui est pas pardonnée. Ensuite, soit parce que les conditions, soit à cause des conditions, soit de son propre fait, des films sont restés en suspens. Il est sur son deuxième long métrage, La Splendeur des Amberson. Le gouvernement américain lui demande d'aller intercéder auprès du dictateur brésilien pour qu'il se tourne plutôt vers les États-Unis que vers Hitler. En même temps, il fait un film qui aurait pu être une sorte de précurseur au néo-réalisme italien, donc un film sur des pêcheurs brésiliens qui ont bravé la mer pour revenir porter une pétition au gouvernement brésilien. Donc un film complètement documentaire qui change complètement avec son projet. Et là, du coup, il laisse en suspens La Splendeur des Amberson. Et le studio le remonte. Ouais, à la fin. Et c'est le cas pour plusieurs films où, en fait, il avait souvent plusieurs projets en même temps, que ce soit des films, des pièces de théâtre, des émissions de télévision. Et donc, il lui arrivait assez souvent de le mettre en suspens un film, un projet, pour aller en commencer un autre. Et parfois, c'est lui qui était de manière peut-être un peu immature ou un peu, peu professionnel, qui laissait un film en suspens en se disant j'y reviendrai, et puis bon, il part faire autre chose, et les producteurs... Il regrettait un peu ça, du coup, puisqu'il disait j'ai passé 98% de ma vie à courir après des fonds et 2% à filmer. Oui, à faire des films, ouais. Et c'est ce qu'il aurait plus voulu faire, et c'est peut-être perdu. Pourtant, il continue à faire des films, alors qu'il aurait, comme il disait lui-même, il aurait peut-être mieux fait carrière au théâtre ou dans la magie, parce qu'il était aussi magicien. Ouais, il a plein de hobbies comme ça, assez surprenants, ou même la tauromachie aussi. J'étais fan de ça, Orson Welles. Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter, vous en avez parlé un petit peu, une scène issue de Manque de David Fincher, dans laquelle le co-scénariste de Citizen Kane se prend la tête avec Orson Welles. Can I put this nicely? I may be a loose cannon, but you, my friend, are an outsider. They're exasperated by me, and I've earned it, but you, a self-anointed savior hyphenate, they're just waiting to loathe you. Remind me never again to work with a washed-up alcoholic. Duly noted. Nelson Algren, please copy. All right! No doubt you'll get your credit, but ask yourself, who's producing this picture, directing it, starring in it? That's just what we need when Susan leaves Kane. An act of purging violence. Maybe. Vous disiez pendant l'extrait... non, je disais que le choix de l'acteur qui joue Welles dit déjà beaucoup sur la partialité du film ou la manière de montrer Welles. Vous en avez pensé quoi du coup du film personnellement? Qu'il était très bien pour découvrir le fonctionnement des studios hollywoodiens. Après, le film est un peu partial dans le sens où il fait de Manque le seul créateur, le seul auteur en tout cas du scénario, pas du film mais du scénario de Citizen Kane. Alors c'est une vieille histoire. Dès 1971, une critique américaine, Pauline Kael, s'était penchée sur le sujet. C'est d'ailleurs ça qui a donné l'idée au père de David Fincher d'écrire ce film. Ouais, et donc où elle met en avant le rôle de Mankiewicz en disant c'est le seul auteur de Citizen Kane. Bon, Pauline Kael, elle essaie de faire une carrière de scénariste, et on est dans une époque où il y a une sorte de combat entre les tenants de l'auteur du film, c'est le scénariste, et l'auteur du film, c'est le metteur en scène. Ça a été revu par des historiens, des spécialistes de Welles, qui ont montré que Welles avait largement contribué à la réécriture du scénario. Peter Bogdanovich notamment qu'il a beaucoup défendu. Il y a un autre film sur la jeunesse de Citizen Kane, c'est RKO 281. Avec Liev Schreiber qui joue Orson Welles. Qui joue Orson Welles, et qui est peut-être plus proche de... le film n'est pas très réussi. Oui, mais qui est peut-être plus proche de la vérité historique. C'est quand même un projet commun. Et qu'est-ce qu'il a apporté Orson Welles au cinéma? Parce qu'on parle souvent donc de la profondeur de champ, de l'usage de la contre-plongée, les flashbacks, tout ça. Ça existait déjà avant lui, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu une différence après Citizen Kane? Il y a beaucoup de choses, mais non, les flashbacks ça existait depuis les débuts du cinéma. La nouveauté de Citizen Kane, c'est peut-être d'utiliser
des flashbacks multiples, non chronologiques, avec plusieurs narrateurs. Et ça, on va le voir débouler dans le cinéma américain, chez Mankiewicz, chez d'autres cinéastes qui vont s'emparer de ça. Après, alors c'est un grand technicien, déjà. Alors, en termes de son, il vient de la radio, c'est lui qui fait le mixage de Citizen Kane. Le mixeur de Citizen Kane lui dit c'est Orson Welles qui m'a montré des astuces, quoi. Donc c'est d'abord un technicien où il s'appuie sur des très bons techniciens à Hollywood. Donc il y a la profondeur de champ, il y a des très forts contrastes, il y a des grands mouvements de caméra, des arabesques qui existaient peut-être déjà. Dans Citizen Kane ou dans d'autres films, c'est la combinaison de tous ces éléments-là, et c'est peut-être aussi en termes de récit l'ambition du film. C'est-à-dire que Citizen Kane, c'est un film qui traite du capitalisme américain, au travers de la figure du citoyen Kane, qui traite du capitalisme américain, qui traite de la puissance des médias, et peut-être, si on regarde le début du film, qui traite des artifices de l'image, puisqu'en gros, l'histoire de Citizen Kane, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'image de Kane. Donc c'est peut-être une dimension de sérieux, d'enquête sur les images, qui va peut-être influencer d'autres cinéastes en Europe. On peut d'ailleurs s'écouter une scène qui a lieu juste après du coup les news au début du film, et on a tous les journalistes qui se penchent sur la question de qui est qu'est-ce que Rosebud, voilà. Dont dans la scène qui précède, personne n'a pu entendre Kane prononcer ces mots, puisqu'il n'y a personne au moment où il le dit. Donc premier artifice. On s'écoute ça tout de suite. Wait a minute. What were Kane's last words? Do you remember, boys? Yes, What were the last words he said on Earth? Maybe he told us all about himself on his deathbed. Yeah, and maybe he didn't. Maybe it was just all we saw on that screen was a big American. One of the biggest. But how is he any different from Ford? Or Hearst, for that matter, or John Doe? Yeah, sure. I tell you, Thompson, a man's dying words. What were they? You don't read the papers. When Charles Foster Kane died, he said just one word. Rosebud. Not only that, tough guy, huh? Yes, Rosebud. Guy's calling just for that Rosebud. one word. But who is she? What was it? Here's a man that could have been president, who was as loved and hated and as talked about as any man in our time. But when he comes to die, he's got something on his mind called Rosebud. Now, what does that mean? A racehorse he bet on once. Yeah, that didn't come in. All right. But what was the race? Rosebud. Thompson. Yes, Mr. Call this picture up a week. 2 weeks if you have Don't to. you think right after his death, it might have Find out about Rosebud. Get in touch with everybody that ever knew him. Oh, who knew him well. That manager of his, Bernstein. His second wife. She's still living. Susan Alexander Kane. She's running a nightclub in Atlantic City. Yeah, that's right. See them all. Get in touch with everybody that ever worked for him. Whoever loved him. Whoever hated his guts. I don't mean go through the city directory, of course. I'll get on it right away, Mr. Olson. Good. Rosebud. Dead or alive. Orson Welles, c'est vraiment un cinéaste qui a eu 1000 vies, on a l'impression, vous aviez commencé à en parler. C'est quoi la différence entre du coup ces films faits à Hollywood et ces films faits en Europe? Parce que quand on voit Le Procès ou La Dame de Shanghai, on est vraiment, on reconnaît des choses stylistiquement, mais c'est pas du tout les mêmes types de projets, quoi. Encore que Le Procès est un film un peu riche par rapport à d'autres films qu'il a fait en Europe. Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est les budgets, c'est les moyens. Quand il commence Le Procès, il fait ce qu'il a fait précédemment sur La Soif du Mal. C'est-à-dire, il commence par un plan très compliqué, très long. Sur La Soif du Mal, il a les producteurs qui tournent autour du plateau. Alors, pas celui du début, mais un qui est au milieu du film, quand on découvre la dynamite chez un des suspects. Il a les producteurs qui tournent autour, et à la fin de la journée, ça y est, il a bouclé 3 jours de tournage en une après-midi. Donc c'était une manière de s'imposer auprès des producteurs en disant c'est bon, je maîtrise, puisque La Soif du Mal, c'est le moment où il revient à Hollywood et il est imposé sur le projet par Charlton Heston, l'acteur, donc les producteurs a priori n'en voulaient pas. Quand il tourne Le Procès, il fait la même chose, c'est-à-dire il commence par un très long plan, très compliqué, à part que là c'est pour tester son équipe, c'est-à-dire savoir s'il peut, en fait, le chef opérateur n'a jamais été chef opérateur, c'est un excellent technicien qui travaille en laboratoire, qui a travaillé sur des caméras, et il lui dit avant le tournage, si vous réussissez ce plan, vous faites le film. Bon, il a réussi le plan, mais oui, c'est une différence de moyens qu'on voit entre les films européens et les films américains. Oui, surtout.
J'ai une petite question pour vous autour de la table. Vous avez vu combien de films d'Orson Welles ? Oh là, très peu, mais vraiment... 2 Ouais. Toi, Benoît ? Pas mal, je dirais 4-5 à peu près. Et j'ai vu... Ouais. C'est une question piège, hein. Non, mais parce que je dis ça... C'est plutôt les films américains. Non, mais tout ça pour dire, parce que c'est assez drôle, Orson Welles, moi aussi, c'est un cinéaste que j'ai connu en arrivant à la fac, et j'ai alors compris l'impact et l'influence qu'il avait eu sur le cinéma. Et pourtant, il n'a pas l'aura qu'un Alfred Hitchcock ou un Stanley Kubrick aux yeux du grand public. Comment on peut expliquer ça ? Parce que ces films sont moins vus, parce que peut-être certains de ces films, ceux qui sont moins vus, ont l'air peut-être plus bricolés. Franchement, là comme ça, je sais pas. Alors, Hitchcock laisse peut-être de manière très marquante des scènes. On a tous en tête une scène de douche. On a en tête... Ouais, mais là aussi, par exemple, Orson Welles, les miroirs dans La Dame de Shanghai, le plan séquence de La Soif du Mal au tout début, c'est des choses qui ont imprimé la rétine des cinéphiles. Oui aussi, mais peut-être pas de manière aussi... Enfin, peut-être que Hitchcock est sûrement beaucoup plus... Il y a beaucoup plus d'hommages à Hitchcock dans les films, parce que c'est peut-être des scènes qui ont plus marqué. Chez Welles, c'est peut-être on est plus peut-être dans le registre de certaines... de remplois techniques que de scènes... de scènes au sens... une situation... scénaristique. Bon, la Soif du Mal, c'est un grand plan séquence, mais on ne se souvient pas forcément. Ouais. On va pas le résumer en disant c'est deux personnes qui marchent dans la rue. Ouais. C'est ça peut-être qui fait la différence, c'est vrai. Avant de parler plus précisément de l'ouvrage que vous venez de diriger sur l'influence d'Orson Welles, puisqu'on commençait à parler d'hommage d'ailleurs, je propose qu'on marque une première pause musicale en écoutant une chanson qui fait explicitement référence à Citizen Kane et Orson Welles. Ça s'appelle 5 Minutes du londonien Tiny Tampa. Dans ce titre, le rappeur joue sur les mots en disant I get the Citizen Kane like Orson Welles, sauf que là Kane est à prendre avec un C, et donc c'est la contraction du mot cocaïne. Voilà. Donc on s'écoute ça tout de suite et on revient juste après. C'est punchy. And I smell my breath. Send a picture to my niggas of the girl in bed. I can diggity pop with diggity pop around with that. 100 chimney tops of the Prince of Wales address. Said thanks, but haven't heard that you're welcome yet. So fuck everybody, yo, I got the world ahead. I get black chicks, white pinks, purples, reds. And my head screwed on, call it permanent. Excuse me, Portuguese, that's German, French. But I fuck with BBC like Fern and Red. Bought the pair of Jordan 3s with a firm cement. Flagging on 100 trillion%. Even in my skinny jeans, I still walk like this. And 007 made me talk like this. Pedal to the metal, tell Jeremy Clarkson anybody my age to drive a Porsche like this. I've been ready from the get-go. You better keep your mouth open if your legs close. 5 minutes till I explode. 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 Had a bloody crazy roast on Sunday. Got mashed up on Monday. Real twisted on Tuesday. Woke up wasted on Wednesday. Got completely trashed on Thursday. Fucked up on Friday. Buying money from Saturday. Yeah. I threw my baby at the pram and the toys as well. We got adults acting like a bunch of boys and girls. Trust me, why I never let a woman drown my shades. Don't want a fucking hair on my tour shelf. For the festivals, I done sent some awesome wealth. I get the Citizens Kane like awesome wealth. When number even had to take 'cause I'm annoying girls. It's like fucking babe station on my voice somehow. No matter how
much you flush your toilet ill. We the motherfucking shit, you can't avoid the smell. All these swagger jackets getting me annoyed as hell. Never see the talent or the worth. Yeah, designer fashion week made me walk like this, and Stephen Fry made me wanna talk like this. Finger on the button, tell whoever's in charge. Che Guevara made me wanna break the law like this. I've been ready from the get-go. You better keep your mouth open if your legs close. Yeah. 5 minutes till I explode. Tick, 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 boom, 5 minutes till I explode. 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 We have ignition. Fasten your seatbelt if you're on board. Fasten your seatbelt if you're on board. All we got is 5 minutes till we all go. All we got is 5 minutes till we all go. 5 minutes. All we got is 5 minutes till we all go. Wake up in the morning and I smell my breath. I could've had to be going to work instead. Fuck a silly contract, I return the check. When you was trying to make money, did you earn respect? You seen you put to game, made me walk like this. And Star Wars made me use the force like this. When you're fucking busy having dinner with stars, you better start eating with your knife and fork like this. Yeah. Let's go. Let's go. Yeah. 5 minutes till I explode. 5 minutes till I explode. 5 minutes till I explode. Explosion. 5 minutes till I explode. 5 minutes till I explode. 5 minutes till I explode. Tick, 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 boom to you fellas. Yeah. Coming up on the 10 10, 9, 8, and again. 7, 6, 5, 4, 3, 2, lift off. Tick, 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 boom, explode. Il est 19h38 et nous sommes de retour dans The Cinema Show sur Radio Campus Montpellier. Ce soir, on parle Orson Welles avec toute l'équipe, mais aussi Jean-Philippe Trias, directeur du livre Après Welles, sorti le jeudi 11 mars dernier aux éditions Mimesis. Première question déjà, pourquoi avoir choisi ce titre qui est très évocateur finalement même? Alors on parlait d'Hitchcock, en fait j'ai emprunté le titre à un ouvrage américain qui s'appelle After Hitchcock. Donc c'était une manière de s'inscrire dans cette continuité là. Une de ses premières démarches qui visait à, en gros, à interroger la postérité d'un cinéaste, d'un artiste, étudier son héritage. Puis l'idée aussi, ça vient d'un colloque universitaire qu'on a organisé l'année du centenaire Orson Welles, donc en 2015, et il y avait de nombreuses manifestations autour de Welles, donc qui sont tournées vers le passé, et nous l'idée c'était d'aller voir ce qui se passait après, après la carrière de Welles, ou après Citizen Kane par exemple. Et l'idée c'était, après Welles, il y a Welles encore, Welles toujours, bon, voilà, comment il perdure dans les films. Dans les films des autres, ouais. En gros, c'était un peu l'idée. Et est-ce qu'on trouve toujours des choses à dire sur un cinéaste qui a été commenté comme ça, comme Orson Welles, autant commenté? Oui, alors c'est plus compliqué parce qu'au début vous avez dit que j'étais un expert, j'irai pas jusque-là, mais il y a des... vous aviez déjà écrit un livre sur le procès. Oui, il y a des vrais experts d'Orson Welles, comme François Thomas, Jean-Pierre Berthomé, Youssef Ishakpour, c'est les trois Français, les trois... donc qui ont écrit beaucoup de choses. Ishakpour, c'est plus de 1000 pages. Donc c'est sûr que c'est compliqué d'aller chercher un petit espace pour parler de ces films. Il y a toujours moyen, comme il y a toujours moyen de parler d'Hitchcock encore aujourd'hui. Après, s'intéresser à Welles chez les autres, c'est peut-être un peu plus nouveau. C'était un peu l'orientation de ce livre-là. Alors pour cet ouvrage, vous n'êtes donc pas seul. Qui vous accompagne dans ce voyage au cœur des influences et imitations de Orson Welles? Alors on est une... Il y a François Thomas déjà qui... Il y a François Thomas, donc qui a été un peu
l'ange gardien qui a veillé sur le berceau, en tout cas sur les premiers moments de ce livre. Il y a aussi, j'ai été très content qui est Andreas Labarthe dans cet ouvrage. Ouais, vous lui dédicacez d'ailleurs. Le livre est dédié à Labarthe qui est mort il y a 3 ans, je crois. Il y a 3 ans, ouais. C'est ça. Donc il nous donne un entretien. Alors Labarthe est un Wellsien convaincu. Donc il nous donne, on a fait un entretien avec lui sur son rapport à Orson Welles et sur un film qui s'appelle L'homme qui a vu l'ours. Et il y a Céline Gaillard, donc une collègue de l'université parisienne qui travaille sur ce film-là, qui est un pastiche d'Orson Welles. En fait, Labarthe part à la recherche des cendres de Welles, puisque la légende veut que l'assistant de Welles ait conservé les cendres d'Orson Welles après sa mort dans le coffre de sa voiture. Donc en fait, il part à la recherche de l'héritage de Welles de manière un peu maligne, en fait, il va interroger tous les héritiers présomptifs pour montrer comment chacun se réclame de l'héritage de Welles. Et en fait, le film est un pastiche parce qu'il surjoue l'esthétique wellesienne. Donc, si on veut voir... Mais même ce postulat, ça fait un peu Citizen Kane aussi, d'aller voir c'est un peu témoignages. C'est à la fois Citizen Kane, Mr. Arkadine, qui est un autre film de Welles où on enquête sur le passé d'un personnage un peu mystérieux. Il y a Angel... Alors, je vais peut-être essayer de prendre dans l'ordre, ça permettra de voir un peu le panorama qu'on fait. Matthias Kusniers, lui, s'intéresse peut-être au début de l'influence d'Orson Welles, c'est-à-dire il parle d'influence réciproque entre les films américains de Welles et les films de série B, puisque Welles, on parlait un peu de son martyre, comment il a été un peu expulsé des studios, et avant d'être définitivement expulsé d'Hollywood, il a fait un film de série B, dans une société de série B, Macbeth, chez Republic, qui a priori fait des westerns avec la mine de sel en carton-pâte, et Welles tourne un Macbeth avec 3 francs 6 sous dans cette mine de sel transformée en un château écossais. Donc Welles est passé par le circuit des films de série B, et ce que montre Matthias Kusniers, c'est comment en fait il y a les films de série B qui voulaient se distinguer des films de prestige et en même temps se distinguer de la télévision, sont allés chercher chez Orson Welles des éléments stylistiques qu'il appelle hétérodoxes, c'est-à-dire un peu à marge du système, très fort contraste, grand angle, déformation de l'image. Ils sont allés chercher chez Welles cet aspect-là. Et Welles, de son côté, a pu emprunter certains éléments de la série B pour des films comme La Soif du Mal. Bon. Voilà, alors autre je ne sais pas si on les passe tous en revue. Bon, mais vous pouvez juste les citer et après voilà. on invite aussi les gens qui nous écoutent à aller lire le livre aussi, bien évidemment. Donc, vous allez découvrir plein de choses dedans. Alors Caroline Saint-Martin qui s'intéresse à la manière dont les films biopics. Voilà, le biopic à flashback peut avoir été repris par d'autres films. Céline Saturnino, c'est avec Peter Bogdanovich. Céline Saturnino, donc, qui travaille sur les liens très étroits entre Welles et Bogdanovich. Loïc Le Bihan qui travaille sur le My Own Private Idaho et Falstaff, qui s'intéresse à la manière dont Gus Van Sant fait du cut-up, du remontage de Falstaff de Welles. En seulement donnant l'impression de s'intéresser à Shakespeare. En fait, son modèle, c'est pas les pièces de Shakespeare, c'est Welles, c'est Falstaff. Vincent Deville, lui, s'intéresse à un autre cinéaste que Welles, qui est F.J. Hossan, qui est un cinéaste français punk, donc qui est aussi un rocker, un chanteur, un essayiste, et un cinéaste qui fait des films magnifiques, trop peu vus, eux aussi, et qui est un grand passionné de Welles. Et en fait, il reprend les textes de Hossan, puisque Hossan a écrit sur Welles, pour en gros aller chercher qu'est-ce qui est comment est-ce que certains films de Welles, et plutôt les films méconnus, La Dame de Shanghai, ce qui n'est pas le plus méconnu, mais Mr. Arkadine, donc des films peut-être plus mineurs, comment ces films-là nous subjuguent et finalement donnent envie de faire des films. Je pense qu'il y a aussi cette idée-là.
Massimo Olivero, lui, s'intéresse à la manière dont dont on peut voir l'influence de Wells chez Coppola et chez Scorsese. Pas seulement parce qu'ils font des hommages à ces films, mais parce qu'en gros, ils reprennent ces thèmes. Et bon, Coppola va jusqu'à aboutir un projet de Wells, c'est Au cœur des ténèbres avec Apocalypse Now. François de la Bretèque, lui, s'intéresse. Alors, en fait, on élargit le spectre, on passe des imitations assez directes, des cinéastes qui reprennent des scènes, qui reprennent des techniques à plutôt des influences sur le type de projet. Et François de la Bretèque, lui, s'intéresse aux films qui ont donc Terry Gilliam ou Albert Serra, qui se sont, à la suite de Wells, qui ont essayé de mettre en scène Don Quichotte. Donc on connaît l'histoire de Terry Gilliam, qui a quand même réussi. Alors ce qui est marrant, c'est que quand on a commencé le livre, L'autre côté du vent de Wells n'était pas, remonté, n'était pas encore diffusé sur Netflix. Gilliam n'avait pas encore fini son film. Alors entre-temps, finalement, l'histoire nous donne raison. Il s'est passé beaucoup de choses sur Wells. Voilà. Donc comment ces cinéastes-là retrouvent des éléments de Wells en s'intéressant à Don Quichotte. Angel Quintana, qui est un universitaire catalan, lui s'intéresse à la manière dont un film, ce qu'on pourrait appeler un documentaire d'Orson Welles, Vérité et mensonge, ouvre une brèche et peut-être se constitue comme une sorte de référence théorique des films essais qui naviguent entre documentaire et fiction. Le film de Peter Jackson, Forgotten Silver, Opération Lune de William Carell ou d'autres. Donc de films qui, a priori, se présentent comme des documentaires, mais qui, au contraire du documentaire, mettent en avant la contradiction, l'artifice, la fausseté. Voilà, donc qui jouent sur ces frontières entre réalité et fiction. François Thomas, qui fait un texte sur Ed Wood. Donc, je crois que c'est 3 minutes de Orson Welles. Ouais, joué par Vincent D'Onofrio dans le film. Qui joue Orson Welles. Pour montrer, alors, autre chose importante aussi chez Welles, c'est Welles bouscule les hiérarchies esthétiques, c'est-à-dire qu'il peut faire des petites émissions télévisées sur une chaîne de télévision comme des grands films d'auteur. Ça fait d'ailleurs un peu penser finalement à Takashi Kitano qui au Japon faisait des émissions hyper basiques qui pourraient passer sur TF1 ou quoi et qui fait des films d'auteur à côté. Oui, c'est pas faux, le parallèle peut être, parce que bon, c'était aussi un battleur, c'était aussi un homme de spectacle, et bon, ça fait un peu partie de sa légende. Il a lui-même mis des écrans devant sa légende, un peu en jouant l'homme le showman. Voilà, et donc cette étude sur Ed Wood, c'est une manière de montrer qu'en gros, il y a peut-être des liens entre l'auteur du soi-disant plus grand film de l'histoire du cinéma et le soi-disant plus mauvais cinéaste du monde. Et je crois que... Je vérifie quand même. Je crois qu'il y a aussi sur Black Edwards et Robert Aldrich. Julia Hachemsham. Alors sur Robert Altman et Black Edwards. Julia Hachemsham qui s'intéresse en fait à deux cinéastes qui reviennent à Hollywood comme Orson Welles après une période d'une dizaine d'années de prise de distance avec Hollywood, et qui tous les deux, au moment où ils reviennent à Hollywood pour tourner avec les studios, tous les deux reprennent une scène, imitent une scène de Welles, la fameuse scène des miroirs de La Dame de Shanghai ou le fameux premier plan de La Soif du mal, et mettent ces reprises au profit d'un discours satirique sur l'industrie hollywoodienne. The Player d'Altman, c'est une grande satire du monde des studios, et il commence son film en renvoyant à Orson Welles, qui est un peu dans la mythologie, le cinéaste martyr qui a été brimé par les studios. Est-ce qu'il y a parce que là on parle beaucoup des gens qui ont été influencés par Orson Welles, et est-ce que Orson Welles lui-même s'est revendiqué de personnes, je pense à Shakespeare, ah oui, non, tout ça, c'est très grand fan. C'est clair et net, c'est peut-être son mentor, il n'a cessé de jouer, de mettre en scène Shakespeare. Alors Welles, quand il a j'ai plus la date en tête, mais il a même pas une vingtaine d'années, il tourne un petit court-métrage expérimental qui s'appelle The Heart of Age, et qui paraît assez marqué par le surréalisme, Cocteau, etc. Sinon, non, Welles a toujours dit qu'il évitait de voir des films
qu'il évitait d'être influencé ou de se forcer à ne pas être influencé. Donc c'est un peu le paradoxe à traiter de l'héritage de Wells de la part de quelqu'un qui refusait l'héritage et qui ne comprenait pas trop pourquoi les jeunes cinéastes s'inspiraient de son cinéma. Et 36 ans après sa mort, du coup, notamment grâce à votre livre, on peut constater qu'il a encore un immense impact dans le cinéma. Et on disait en off pendant la pause musicale, Orson Welles, et on le sent aussi dans votre livre, il a influencé des gens aussi différents que Ho Sang et Scorsese, par exemple. Qu'est-ce que ces deux cinéastes-là ont pu trouver en commun avec Orson Welles, alors qu'ils font des films complètement différents? Alors sur le plan des thématiques Scorsese et Ho Sang, il y a quelque chose il y a peut-être un point commun qui est... Bon, j'ai peut-être pas pris le meilleur exemple. Non, mais j'aurais dû dire autre chose. Leur style n'a rien à voir. Black Edwards. Black Edwards, c'est le rapport au studio. Je pense, il s'agit de se situer dans une opposition au studio alors qu'on y travaille. Non, Scorsese et Ho Sang, c'est la question des limites. Les personnages de Scorsese, comme les personnages de Ho Sang, sont des personnages qui sont borderline et qui dépassent les limites. Les limites morales, éthiques, etc. Chez Ho Sang, c'est aussi un travail sur les limites esthétiques. Mais si on prend Spielberg, qui cite la fin de Citizen Kane... Dans Indiana Jones. Dans Indiana Jones, ou Ho Sang, en fait, je pense qu'ils ne prennent pas la même chose chez Wells. Spielberg, c'est les grands films de Wells, les grands films américains de Wells. La Soif du Mal a influencé toute la génération du nouvel Hollywood, était sorti un peu scotché à la vision de La Soif du Mal, et quelqu'un comme Ho Sang, c'est plutôt la puissance visuelle des films de Wells, une espèce de formalisme, d'éclat visuel qui l'influence. Et Ho Sang, il puise plutôt dans les films mineurs, les films bricolés de Wells. Et parfois, c'est ce bricolage qui fait qu'il y a des inventions formelles, des trucs qu'on n'a jamais vus et qui nous subjuguent. À l'heure actuelle, il y a des cinéastes qui se disent aussi Wellsiens. Alors, je ne sais pas s'il y a des cinéastes qui se disent Wellsiens. Je pense qu'on verrait... c'est plus facile de dire... je sais pas, De Palma et retravailler Hitchcock ou est Hitchcockien, même si De Palma a aussi repris... La Soif du Mal. Repris Wells, bon. Donc que des cinéastes se réclament d'Hitchcock, c'est un peu lourd à porter quand même. Si on se souvient de La Nuit américaine de Truffaut, le cinéaste qui fait une espèce de film de comédie dramatique, de drame sentimental, le cinéaste que joue Truffaut, il est hanté par Citizen Kane, mais il se réclame pas, il se dit pas Wellsien, au contraire, c'est subi cette influence plutôt que voulu. Donc des cinéastes qui se réclameraient Wellsien, non. Après, peut-être que les influences profondes les plus récentes, ça ne sont pas très récentes, mais il faudrait aller les voir du côté du cinéma asiatique. Je sais pas, quand je vois des films de Johnny To ou même parfois de Wong Kar-wai, je me dis, bon, ils ont peut-être fait leur classe de Wong Kar-wai. De Tsui Hark, pardon, ils ont peut-être fait leur classe chez Wells, espèce de virtuosité, vous de citiez rythme. Breaking News, l'ouverture à la grue. Mad Detective aussi, qui reprend la scène des miroirs. Cette scène des miroirs qui a été reprise plein de fois aussi, même Woody Allen dans Meurtre mystérieux à Manhattan, c'est assez drôle. C'est vraiment quelqu'un qui a influencé pas mal de monde, les mouvements en travelling arrière qu'on retrouve chez Kubrick dans Eyes Wide Shut, il y en a beaucoup qui sont repris de Anderson. Donc c'est assez fou à quel point il a impacté comme ça le cinéma, Orson Welles. Est-ce que tu avais une question, je crois, Marie, tu m'avais dit tout à l'heure? Oui, les plus personnelles. Moi, comme je sais que c'est pas le premier livre que vous produisez sur Wells, moi je me demandais pourquoi vous êtes intéressé à Wells en premier lieu, surtout dans votre travail. C'est une bonne question. Oui, j'avais fait mon mémoire l'équivalent du Master 1 sur La Dame de Shanghai, justement, et sur Rossellini aussi. Pourquoi je me suis intéressé à Wells? C'est une bonne question, parce que ça a été comme certains d'entre vous, j'ai découvert Citizen Kane plutôt par... alors, c'était par les livres, c'était pas par des cours. Et donc, j'ai vu le film en cassette ou à la télé, et c'est... Bon, d'accord, c'est un grand film,
Mais peut-être que les premières claques de cinéphile, c'est Pierrot le Fou de Godard, c'est Europe 51 de Rossellini, et c'est La Dame de Shanghai. Donc c'est un cinéaste qui m'a vraiment... en tout cas, des films qui m'ont vraiment marqué, Arcadine aussi. Je pense que si on lit ce que raconte Ossang, qui reste 5 ou 6 fois d'affilée, une projection d'Arcadine... Bon, comme Friedkin avec Citizen Kane. Voilà, bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc je pense que c'est peut-être les premières claques de cinéphile. Et ensuite, j'y trouvais une interrogation sur les images. Je pense que Citizen Kane et surtout La Dame de Shanghai, il y a un côté très romantique, un peu romantique désespéré, comme dans Pierrot le Fou. Mais dans La Dame de Shanghai, moi, j'ai trouvé une interrogation sur les images. Et je m'interrogeais moi-même sur qu'est-ce que le cinéma. Donc, je me suis peut-être identifié au film de Welles. Et c'est quoi les références à Orson Welles qui vous ont le plus marqué dans d'autres films ? Les références à Orson Welles qui m'ont le plus marqué, celle de La Dame de Shanghai peut-être parce qu'elles sont très variées et qu'il y a plein de degrés. C'est limite devenu un gimmick, quoi, un truc. Cette salle des miroirs, on le retrouve dans plein de films. C'est un peu comme la scène de douche de Hitchcock, c'est-à-dire qu'il y a énormément de variations et ça montre la puissance du modèle. C'est qu'en fait, cette scène-là a marqué des spectateurs, mais elle marque encore des cinéastes parce que elle est inépuisable. On peut la et puis elle est transposable, même dans plein de genres de films différents aussi. On a des pastiches, on a des comédies, on a des trucs qui rejouent plutôt vraiment l'action comme elle est. Ouais, c'est super intéressant. Après, dans les influences marquantes, une que j'ai découvert récemment, c'est pour le livre, en fait, c'est son influence sur quelqu'un comme Satyajit Ray, donc à l'autre bout du monde, dans un tout autre contexte cinématographique, dans le cinéma indien. Alors Satyajit Ray est un cinéphile, mais en fait, quand on revoit certains films en se disant y a-t-il du Welles ? Oui, il y en a énormément. L'usage des grands angles, les déformations liées à un visage au premier plan, il y a une immense profondeur de champ. Donc c'est marquant, ça me marquait parce qu'on ne s'attendait pas forcément à la voir aussi loin. On touche bientôt à la fin de cette partie spéciale consacrée à Orson Welles. Avant de se quitter, je vous ai demandé dans la journée de choisir une scène dans toute la filmographie d'Orson Welles et vous avez choisi du coup la fin de La Dame de Shanghai, donc après la séquence des miroirs, mais on peut mettre celle des miroirs mais aussi. J'imagine que du coup ce choix, j'avais marqué pourquoi ce choix, mais avec ta question Marie, vous y avez un petit peu répondu finalement. C'est un film qui vous a hanté plus jeune, quoi. Oui, un peu, qui m'a hanté. Et aussi, je pense que c'est le moment où Welles dit adieu à Hollywood. Le personnage dans cet extrait-là qu'on entend sortir, il y a un cliquetis, on verra l'extrait. Donc, il y a un cliquetis où il sort d'une salle de spectacle, perd ses illusions, il quitte un monde d'apparence où toutes les apparences sont volées en éclats. Et il se retrouve un peu adulte. Donc je pense que c'est à l'image aussi du cinéma de Welles, c'est-à-dire de faire exploser les miroirs des apparences, d'aller questionner l'image et se retrouver et si vous deviez retenir face aux images. Si vous deviez retenir qu'un seul film, vous proposeriez aussi celui-là ? Peut-être Où Vérité et Mensonge aussi, qui est un film que j'aime beaucoup par ailleurs. Très bien. Merci du coup d'être venu nous parler d'Orson Welles sur notre plateau. Je vous rappelle qu'Après Welles, livre que vous avez dirigé, est disponible depuis le 11 mars aux éditions Mimesis. Et on clôt du coup tout de suite cette partie spéciale Welles avec la séquence finale de La Dame de Shanghai, sortie en 1947. George. Now me. Like the sharks, mad with their own blood, chewing away at their own selves. It's true. I made a lot of mistakes. You said the world's bad. We can't run away from the badness, and you're right there. But you said we can't fight it. We must deal with the badness, make terms. And didn't the badness deal with you? And make its own terms in the end, surely. You can fight,
But what good is it? Goodbye. You mean we can't win? No, we can't win. Give my love to the sunrise. And we can't lose either. Only if we quit. And you're not going to. Not again. Oh, Michael. I'm afraid. Michael. Come back here. Michael. Please. I don't want to die. I don't want to die. Après cette partie spéciale Orson Welles, il est l'heure pour nous d'évoquer nos 2 films au programme de la soirée, The Nightingale et Vanguard. Et on commence d'abord par un film dont la première s'est déroulée en 2018 à la Mostra de Venise, mais qui n'a eu le droit à une sortie française qu'en ce début du mois de mars sur OCS, The Nightingale de Jennifer Kent. Sir, my letter of recommendation, sir, it's due 3 months ago now. I decide when you leave and when you stay. Claire, to Juliana. Shoulder up! I'd like to call on our little Nightingale. Why won't you let her go? She's my property, so I'll do what I want with her. That girl you raped, whose husband and baby you murdered, that girl died. But you can't kill what's already dead. If I saw them white ones, the ones that killed my family, I would have done what you did. I wish my love was a butterfly. I'll help you get that man. Light on mother's breast. If I was a bee cuckoo, I'd sing my love to you. If I was a bird, I'd sing till the day I sit and sing. Oh, you are. Alors, The Nightingale de Jennifer Kent, qu'est-ce que c'est ? 1825, dans l'Australie sous domination anglaise, après avoir purgé sa peine, Claire, une jeune bagnarde irlandaise, va bientôt pouvoir vivre librement auprès de son mari et de son bébé. Mais son officier de tutelle n'en a pas fini avec elle. Rossée et laissée pour morte, Claire assiste impuissante au massacre de sa famille par des soldats britanniques. À son réveil, au bord de la folie, elle se lance à leur poursuite au travers des terres vierges de Tasmanie. Marie, est-ce que tu veux bien commencer sur The Nightingale ? Oui, bien sûr. C'est marrant parce que la semaine dernière, je m'énervais contre Chéri qui était encensé par pas mal de critiques, un film d'homme fait sur un homme. Et là, on est sur un film d'une femme fait sur une femme. Et c'est marrant à quel point elle a été insultée durant sa projection à Venise, traitée de salope quand même. Ouais, ça a été vraiment horrible. Ouais. On voit à quel point il y a 2 poids 2 mesures dans les publics et dans les journalistes, parce que c'était surtout des journalistes qui l'ont insultée pour le coup. C'est d'ailleurs la seule femme qui a été en compétition à la Mostra de Venise. Elle avait reçu le prix spécial du jury. Tout à fait. Donc, je m'interroge encore finalement sur le cinéma aujourd'hui. Tout ça, quoi, hein, voilà. S'il y avait que le cinéma. Et le film en tant que tel, alors. Et le film en tant que tel. Et le film en tant que tel. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Et moi, je l'ai énormément aimé parce que déjà, il faut avertir les gens que c'est un film très très dur, qu'il y a des scènes de viol. Voilà, il faut les personnes qui ne veulent pas voir ça, qui ne sont traumatisées par ça, ne le regardez pas parce que c'est très violent. Et c'est un film qui m'a laissé un peu traumatisée, on va pas se mentir, de ces scènes-là qui étaient très très dures. Et en même temps, c'est un film assez dynamique,
j'ai trouvé qu'il passait très vite parce qu'il fait quand même 2h20 et j'ai trouvé qu'il passait vraiment vite. Moi, je trouve que ça tourne un peu en rond au bout d'un moment. Moi, je trouve pas parce que c'est un film de vengeance. Hein, c'est un rape and revenge. On est vraiment dans les rails de ce... Complètement. Mais en fait, je l'ai trouvé intéressant parce que je l'ai comparé par exemple à un film comme Revenge, qui était aussi un rape and revenge, où là, l'héroïne, après son traumatisme, elle fait un blackout total et elle devient une espèce de machine de guerre qui va descendre tout le monde au fur et à mesure. C'est un très bon film aussi. Hein. Moi, j'aime beaucoup Revenge. Mais c'est une manière de voir les choses. Et là, en fait, l'héroïne de Jennifer Kent, elle est pas du tout dans cette lignée-là. Elle est beaucoup. On sent son traumatisme, on sent à quel point elle se pose des questions, à quel point elle sait plus où en est sa vie. Et en fait, on est vraiment avec elle tout le long. Et c'est pas du tout l'héroïne badass au premier degré à laquelle on peut s'attendre. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans ce film, c'est qu'on ressent vraiment toute l'ambivalence, l'ambiguïté de sa personnalité et tout ce qu'elle peut vivre, et on est vraiment en empathie avec elle, même si en fait elle crée un duo assez intéressant avec le personnage de Mangana. Billy. Parce donc le duo, c'est Aisling Franciosi qui joue Claire et Billy qui est joué par Baikali Ganambar. Absolument. Le duo est vraiment super parce qu'en fait, elle met en ambivalence justement elle fait se confronter deux combats, en fait, deux luttes de minorités, la violence qui est faite aux femmes et la violence qui est faite au peuple aborigène en Australie à ce moment-là. Donc le racisme et le sexisme, et tout ça, les violences en général faites par l'homme blanc. Et en fait, ces deux personnes se rencontrent et en fait, on se rend compte que Claire, elle a aussi beaucoup de racisme intégré en elle, parce que le racisme est systémique. Elle a vécu dans ce système-là, donc elle le fait ressortir. En fait, elle va apprendre à le connaître et changer sa manière de voir les choses. Et c'est cette dynamique entre les personnages que j'ai trouvé vraiment incroyable dans le scénario. C'est très très bien écrit, les personnalités sont très bien écrites. Et en fait, l'évolution de ce duo et le chemin que fait Claire dans sa vie pour se venger et pour retrouver... elle ne retrouvera jamais une vie normale, mais pour retrouver ce qu'elle semble avoir perdu, je trouvais ça extrêmement bien mis en scène et bien écrit et juste. C'était très juste, très détaillé et très juste. Je te rejoins sur ça. Je trouve ça très intelligent d'avoir pris comme postulat un rape and revenge, mais en fait pour parler plutôt de la condition de la femme, du racisme et du racisme qui est très ancré en Australie. De la colonisation de la Tasmanie. Parce qu'au début, moi j'étais perdu, je ne savais pas du tout où j'étais dans le film parce que j'avais rien lu dessus. Et c'est vrai que ce genre d'histoire, on n'en a jamais d'habitude. Jamais. Et c'est ça qui est intéressant aussi à voir. Pour une fois qu'on ne nous parle pas du diable de Tasmanie. Là, c'était pas le même délire. Là, c'était pas le même délire. Imaginez ça en voyant le film, super. Non. Rapidement, Benoît sur The Nightingale. Moi, je suis totalement d'accord avec Marie. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Notamment dans sa lecture du genre Rap and Revenge. Mais on peut aussi parler de western avec ce film, parce que voilà, ça parle de la colonisation, de l'opposition entre un monde civilisé, de la frontière, voilà, de la frontière, et d'un monde qui ne serait pas civilisé, je mets des guillemets. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un film extrêmement dur, ça c'est vrai, mais aussi très nuancé, parce qu'au fur et à mesure, on se rend compte que chaque personnage avec ce duo a des préjugés sur l'autre, et on se rend compte que finalement, ils se rejoignent beaucoup. Et j'ai aussi beaucoup aimé l'esthétique. On retrouve un peu cette esthétique qu'il y a dans les films indépendants comme ceux produits par A24, avec par exemple Ghost Story, avec des plans, des gros plans. C'est très intimiste. Et voilà. Même c'est filmé en 4 tiers, je crois. Un truc comme ça. Oui, c'est resserré le cadre. Donc voilà, moi j'ai beaucoup. Je crois que Ghost Story c'était déjà comme ça aussi. Oui. Voilà. Antoine sur The Nightingale de Jennifer Kent. Je sur Vanguard, je me suis dit... Non, pas tout de suite. Je sais que t'en meurs d'envie, mais ça sera après. J'ai bien aimé, puis il y a cette espèce de côté aventure que du coup dans Revenge j'avais pas du tout aimé, parce que genre c'était de la survie en mode débile, là. Je me rappelle de ce truc avec la boîte de conserve là. Ça m'a marqué. C'était plus c'était en mode comédie là plutôt. Là c'est beaucoup plus sérieux, et puis comme disait Marie, il y a une espèce de complicité entre deux opprimés qui fonctionne à merveille. Même si du coup il y a ce côté raciste au début qui pose problème. Ça pose problème, mais en même temps ça montre pour une fois le personnage, il est pas tout beau. Il est pas exactement. Bien sûr. C'est sans ça qu'il est juste aussi en fait. Parce que par contre, il peut pas être comme ça le personnage. Par contre, du coup ça marche super bien, et du coup le méchant
lui a des côtés tout beaux aussi. Non, je sais il a que des côtés tout mal. Oui, mais j'ai jamais vu un personnage aussi abject. Ouais, Sam Claflin. Mais moi, je l'ai bien aimé. Je l'aime bien dans Hunger Games, moi. Il jouait plutôt bien son rôle de connard. Pour le coup, oui. J'ai l'impression que c'était un cosplay de Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï, par contre. Il me faisait grave penser à lui. Oui, c'est vrai. Mais même on va dire, il y a 3 espèces de méchants principaux. Il y a un jeune qui est un peu maladroit. Et qui fait des choses. Je dis maladroit, mais je sens le côté. Je pense que c'est un de ceux que je déteste le plus. Parce vous verrez, vous comprendrez pourquoi. Et un alcoolique sans intérêt, qui est complètement. Qui fait qu'obéir aux ordres et qui veut plaire à son chef, on a l'impression. Et du coup, ces 3 méchants. Il y en a un peu. C'est pas vraiment des méchants, c'est juste des gens inhumains, des personnes qui méritent pas de vivre, et on a une frustration tout le long de ce film parce qu'on se dit ils vont forcément payer, et je vous dis pas ce qui arrive, mais il y a de la frustration. Moi, alors je trouve quand même qu'on est loin du choc annoncé. Alors toi, tu trouves? Moi, ça m'a pas tant choqué que ça, ce film. Florent, fais la moue. Non, tu finis la soirée en ne disant pas yes, allez, c'est un se tire dans les oreilles. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pour se remettre un peu. Bon, qu'est-ce que tu as pensé du film? Je vous rejoins un peu. Mais bon, je suis obligé de citer les petits défauts, les petites choses qui m'ont dérangé, mais j'ai quand même été captivé par le film pendant 2 heures. Mais alors pour moi, au niveau du montage, il y a quand même des petits. Des fois, ça coupe net. J'ai eu des petites incompréhensions parfois en termes de montage. J'ai fait qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'avais voilà. Et aussi, en termes de caractérisation des méchants, il y a un peu un moment où je me suis dit, là, vous êtes débile. Ouais. Là, tel personnage est vraiment très débile. Pourquoi tu fais ça? Bref. Mais sinon, globalement, c'était vraiment une plongée dans la nature australienne. Et on parle souvent des films importants en termes d'histoire, etc., dans ce que ça nous raconte. Là, moi, ça m'a encore appris des choses. Et c'est en ça que je trouve la fin aussi vraiment très belle et très juste. Vraiment la toute dernière séquence, parce que c'est une fin logique et belle. Et qui... Il y a la même dans Rogue One. Non, ouais, mais voilà, je voulais pas spoiler, mais bon, tu l'as fait, donc il y a Salvador à la fin qui tue tout le monde. Oui, voilà, c'est ça. Donc une bonne impression, à part ces petits défauts là, mais sinon c'était un très bon. Il y avait des moment. trucs un petit peu déjà vus aussi, les scènes de trauma, rêve, comme ça, je sais pas. Parce que c'est ce qu'elle aime faire, elle fait du film d'horreur, son premier film Mr Babadook, c'était vraiment cette ambiance là, elle revient un peu à ce qu'elle aime aussi, le cinéma d'horreur. On passera rapidement, vas-y. Frustration aussi. Je me rappelle plus ce que je voulais dire. Voilà. Ah, super, merci. Si c'est trop bien, tu nous le diras. Je me rappelle plus, j'avais un truc très important à dire. Pour la première fois dans The Cinema Show, il est là. Non, mais pas sur place. L'éternel, le légendaire Jackie Chan. Malheureusement, ce n'est pas dans son meilleur film. Enfin, je ne sais pas ce que diront les autres. Ça s'appelle Vanguard et c'est réalisé par Stanley Tong. We are entering dangerous territory. The enemy has more men. Protecting innocent lives is our duty. Alors, Vanguard de Stanley Tong, allez, tout le monde se marre. Stanley Tong, voilà. C'est un maître de conférence en Chine. Voilà. C'est ça. C'est Marie qui l'a dit. Donc, qui forme les jeunes cinéastes chinois. C'est un peu l'équivalent de Jean-Philippe Trias qui est venu sur le plateau il y a ça. Oui. Après Jackie Chan. Avec Jackie Chan. Donc, Vanguard, ça raconte quoi? Une équipe de sécurité privée protège un businessman et sa fille contre les menaces d'une organisation terroriste. Voilà.
pas plus à dire. De toute façon, il n'y a pas plus à voir non plus. Spoiler la fin là. C'est le scénario de Team America, mais en Chine. On retrouve Jackie Chan et plein d'autres acteurs. Captain chinois. Ouais, Captain chinois. Ouais, génial. Captain je sais pas s'il invente un truc sur un jouet Captain America ou si. Bon, vas-y. Tu veux parler de Vanguard depuis tout à l'heure? Non, mais j'ai trop de choses à dire. Allez, vas-y. Rapidement. Vas-y, rapidement, c'est un mauvais film qui aurait dû sortir dans les années 80, je pense. Parce que c'est tellement cliché. Et je pense que ça aurait été un mauvais film des années 80, mais du coup, c'est un très mauvais film des années 2020. Voilà. Et t'as vu tous ces fondus au noir là? Ah non, justement, on parlait du montage tout à l'heure, mais là c'est très bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai cru que c'était mon ordi qui était en train de s'éteindre. C'est vrai, moi aussi. J'ai commencé à bouger la souris et non, en fait le film continuait, malheureusement, parce que je me suis dit c'est peut-être la fin aussi, au bout de 10 minutes, mais non, ce n'était pas la fin. Et puis après on a vu ces magnifiques effets spéciaux. Mais oui, mais ils ont un problème. Animés qui étaient... Ils ont un problème avec les CGI, les animaux en CGI dans ce film. Et aussi les voitures en CGI. Mais en fait, s'ils veulent faire un film d'animation, il faudrait qu'ils fassent un film d'animation, mais ça leur coûterait peut-être moins cher que de mélanger un peu les deux. C'est un film de combat de cascade et ils ont brodé autour un scénario pour que ça puisse se soutenir en un film. Non, mais ils voulaient juste faire des combats. C'est un sous triple X. Ah non, mais et le gros problème, c'est qu'en fait, c'est plein de scénettes qu'on a essayé on met un espèce de fil entre chaque scène. The Nightingale, c'est un petit peu ça aussi, The Nightingale. Il revient là. Qu'est-ce que tu racontes ça, Yvonne? Déjà, il n'y a pas Jackie Chan dans... Mais ça va pas, non? Il y a un truc aussi, il y a un running gag, on dirait, avec les voitures qui tombent dans le vide. Il y a au moins 4-5 fois des voitures qui tombent dans le vide à l'arrière-plan. Des effets spéciaux qui tombent dans le vide et qui se cassent dans la gueule. Ouais, c'est bizarre. Et puis, il y a même une volonté de mettre des trucs comiques des fois. Et genre, mais un tout petit truc comique. Et après, on fait, non, allez, en fait, on va rester sérieux. Genre, le running gag avec Jackie Chan qui semble être un peu trop vieux pour faire des cascades ou des trucs comme ça. Quand il fait les commentaires avec le gars à Dubaï aussi dans la voiture, là, c'est bizarre. C'est bizarre, genre c'est un côté comique et puis après on fait non, en fait on n'assume pas ce côté comique, on va repartir dans un film d'action, on fait des scènes de combat qui sont mal filmées. On sait ça, mais moi aussi j'adore. Après on le voit pas trop, c'est ça qui est problème. C'est pas un film avec Jackie Chan, c'est un film où il y a Jackie Chan. Pour attirer des gens à regarder. C'est un film très carte postale aussi, on a la croisée de Mission Impossible. Le premier plan avec un Londres. Ah oui, premier plan avec Londres, deuxième plan avec Africa. Apparemment, Africa, c'est un pays, c'est une ville, on sait pas. Ou sinon, on va à Dubaï et après, juste après, t'as le Dubaï. Et puis, il y a des ralentis qui sont de très mauvais goût, qui ne servent à rien. La scène de la piscine. Où elle se fait prendre en photo. Où elle se fait prendre en photo. Mais c'est des trucs qui sont déjà vus aussi. Et les dialogues. Moi j'ai eu l'impression de voir. C'est lunaire, aussi Uncharted, une adaptation de Uncharted. Le jeu vidéo. Les décors, les méchants, les situations, c'était pareil. C'est important que ce film existe, je trouve, parce que ça nous permet de trouver les bons films meilleurs. Et moi, à part une hyène qui se prend une porte de voiture. Oh là là. C'est vrai que voilà, c'était la plus belle émotion. C'est tellement gratuit. Et tu parlais aussi des méchants qui étaient cons dans Nightingale, mais alors là, l'équilibre entre les méchants et les gentils, ils ont des gadgets de ouf, ils sont intelligents, ils anticipent tout. Les méchants, mais ils sont fraises, putain, mais j'ai jamais vu des gens. Mais même les gentils, genre Jackie Chan, il tape des gens, et puis après il se relève, et après il le retape, et tu tue-les quoi, genre finis-les. Ça c'est Jackie Chan, c'est Jackie Chan, il aime bien faire ça. Et un moment aussi, pour finir sur Jackie Chan, c'est qu'ils sont toujours entre les deux, genre un moment il fait tout à la main, et puis un moment il prend une mitraillette et il tire sur tout le monde, enfin on comprend rien. C'est la chorégraphie Stanley Tong d'ailleurs dans le making-of à la fin du film, dans le générique. Mais oui, moi j'ai raté. Ça se voit qu'il est concentré que sur les scènes d'action. Et il est hyper investi. Moi, le film, il est pas du tout avare en action et ça fait plaisir, je trouve. Ouais, non, mais si, alors c'est vrai que pour le coup. C'est hyper généreux comme film. Il y a de l'action. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a de l'action, mais on arrive quand même à s'ennuyer. Mais par contre, c'est raciste et ça sexualise les femmes. Oui, alors ça, Et ben moi, j'ai adoré, c'est mon film de la semaine. Et puis, on peut parler de la bande-son qui est. Inexistante. Voilà. C'est ridicule. Ouais, c'est vrai que alors que quand tu vois The Nightingale après, tu sens tout le travail sur le son qui a été fait. Moi, je l'ai vu avant, du coup, j'ai un peu. Oui, moi aussi, j'ai vu avant. Faire dans l'autre sens. Un dernier mot sur Vanguard avec Jackie Chan qui est disponible sur Amazon Prime Video. C'est Jackie Chan qui fait du kung-fu. Bon, vous avez arrêté le début de l'émission, pas de souci. On vous résume tous nos débats de la soirée en un seul classement.
Allez, on fait le top 1 de chaque chroniqueur. J'imagine, on le dit tous ensemble parce que je pense qu'on a tous le même. 3, 2, 1. The Nightingale. Trias. Trias, Ah oui, je voulais dire ça aussi. Troisième Regard Noir, deuxième Vanguard et premier The Nightingale. Mais Vanguard, en vrai, moi je le recommande un peu. On dirait pas comme ça, mais voilà. Bah, si vous voulez déconner avec des potes, oui. Voilà. Ça reste un bon divertissement. Rapidement, Benoît, t'as vu Regard Noir de Aïssa Maïga et Isabelle Simeoni. Tu as eu l'honneur de le voir parce qu'à la base c'était le film qui était prévu, mais il était introuvable. Il est sur Canal+, du coup, à la demande. Il est introuvable autre part. Benoît, ça suffit là. Et oui, c'est un documentaire qui pose des questions très intéressantes sur la représentation des femmes noires au cinéma, qu'elles soient productrices, actrices. Et le film ne se limite pas qu'à la France. On va aux États-Unis, au Brésil aussi. Et c'est vraiment très intéressant comme documentaire. Bon, j'espère qu'il sera rapidement accessible à toutes et à tous. Voilà. La dernière fois, quand on avait commencé à 20h15 le quiz, je me disais on fera jamais pire. Et bah si on est comme ça lors de Cinéma Show, il est 20h17, c'est déjà l'heure de la dernière partie de l'émission avec le quiz de The Cinéma Show. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer Noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, come on. Anyway, lead on. Allons-y. Vas-y Marie, c'est à toi. Oui, pardon, j'étais en train de réfléchir à ta première question. À ce titre. C'est pas le temps de réfléchir là. J'écoutais vos réponses, mais alors donc ce soir on a l'équipe d'Antoine, l'équipe de Simon. Benoît, tu accompagnes Antoine. Florent, tu accompagnes Simon. Maintenant qu'on est prêt, dites-moi, c'est quoi le titre de ce quiz, s'il vous plaît. On dit ce qu'on a dit. Ouais. Quiz Guard. Van quiz. Bon, personne n'a raison, puisqu'en fait vous avez oublié le troisième thème de cette soirée. Quiz. J'avais mis Orson Quiz. Quiz, voilà. Ça me faisait beaucoup rire, voilà. Je suis désolée. Jean-Philippe Trias, il aurait trouvé celle-là. Voilà, absolument. Bon, c'est pas grave, tous à vos casques. Première question, dans quel film peut-on entendre cette musique? Mister Babadook. Non. The Revenant. Non. Ah. Si, ça me dit quelque chose, ça. C'est sûr que ça vous dit quelque chose? Oui, absolument, Manque. Tu t'es pas manqué, Florent. Orson Welles, finalement. C'est un premier point pour l'équipe de Simon. On est sur et du Orson Welles, du coup. On passe à En or ou en... Bon, c'est David Fincher, quand même. On passe à En or ou en bois. Première info. Amazon a annoncé l'arrivée sur la plateforme de plusieurs projets français. Au programme, une mini-série sur une femme qui reprend sa vie en main, un film sur une avocate qui voyage dans le temps, un autre sur un asile de femmes, et enfin une série sur une histoire d'amour entre deux espions des années 60. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? J'ai pas regardé les projets. J'ai vu l'annonce, mais j'ai pas regardé les projets. Aussi la même. Ouais, moi c'est pareil. Toi, tu penses que c'est quoi? Oui, je pense que j'ai la réponse. T'as la réponse? Oui, ça. On va dire vrai, nous. Ouais, vrai. Ouais. C'est tout à fait vrai. Donc il y aura une série avec Mela Bédia qui se nomme Miskina, un film de Caroline Vigneault qui s'appelle Flashback, un autre de Mélanie Laurent qui est le premier film Amazon original français qui s'appellera Le Bal des Folles, et la série Totem du coup avec Nils Schneider et Anna Girardot. Vous avez tous les deux un point. Simon, ton équipe passe à 2. Antoine, ton premier point. Ouais. Deuxième info. La Warner va produire la Higher Cut de Suicide Squad après le succès de la Snyder Cut de Justice League. Moi j'ai la réponse. Ouais, moi aussi. Toi aussi tu l'as. Vas-y, tu peux répondre. Bon à toi aussi t'as donné la même. C'est faux. C'est faux. Ouais. Effectivement, c'est faux. Anne Sarnoff, la boss de Warner, a annoncé que la société préfère regarder vers l'avenir avec la suite de James Gunn. Vous passez à 3 chez Simon, 2 chez Antoine. Troisième info, Animal Crossing fera bientôt l'objet d'un film d'horreur. J'ai la réponse. Il a la réponse. J'ai la réponse, oui. Toi, t'en as entendu parler? Non, pas du tout. Attends, c'est peut-être... J'aimerais tellement que ce soit vas-y, vrai. on dit en bois. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Oh putain. C'est vrai. Le réalisateur et producteur Timun Bekmambetov a acheté les droits d'un court-métrage intitulé Don't Peek, que vous voyez à l'image, réalisé par Julian Terry, qui est basé sur une mécanique de jeu vidéo qui veut entrer dans la vie réelle. Donc tremblez, fan de Animal Crossing. C'est vrai que ça m'a toujours fait peur, Animal Crossing. Vous êtes à égalité. Dernière info, le prochain Pixar, Luca, sortira gratuitement sur Disney+ en juin prochain. Gratuitement et Disney. Ouais. Ah, mais... Je sais plus, hein. C'est aux États-Unis, bien sûr. Toi, t'as la bonne réponse. Ouais, j'ai la réponse. T'as la réponse. J'ai la réponse. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu dis? Bah, gratuitement, moi, je dirais faux. Enfin, il faut avoir un abonnement, quoi.
C'est pas supplémentaire. Mais je pense que c'est. Ah oui, non, c'est pas un dire. prix supplémentaire. Ah oui, bah du coup. C'est hors abonnement. C'est hors abonnement. Donc c'est en or, alors peut-être, je sais pas. Ah bah non, si c'est hors abonnement, ça peut pas être gratuit. On ne prend pas en compte l'abonnement. On ne prend pas en compte l'abonnement. Qu'est-ce que ça veut En dire gros, est-ce qu'il faut payer en plus Voilà, c'est pour ça la question. l'abonnement? oui, d'accord. C'est ça la question. Oui. Attends, ce serait scandaleux. C'est ce qu'ils font déjà? Oui. Ouais. Notamment pour Lucas. Ah bah non, notamment Mulan, ça a été le cas. En bois. Attends, non. Bon. On dit que c'est gratuit. Allez, on dit que c'est gratuit ou on dit que c'est. qu'il faut pas payer en plus, quoi. Moi, je dis qu'il faut payer en plus. Bon. J'avais dit quoi pour ce coup? Moi, j'ai dit or, lui, il faut. Mais on a le temps, non? C'est pas jusqu'à 22h les Non, on a 2 en or. Et j'ai vu, ils ont fait la gueule dans la régie. Vous avez raison. Après ça, Walt Disney ne compte pas sortir de nouvelles productions Pixar dans les salles de cinéma, sauf dans les pays où Disney Plus n'est pas implanté. Vous passez tous les 2 équipes à 4. Qui a dit? Je commence cette citation. Soyons réalistes, il faut que la vaccination soit plus généralisée. Non, les États-Unis ne se portaient vraiment pas bien à ce niveau-là, mais ça y est, on dirait bien qu'on s'est sorti les doigts du bip. Beaucoup de gens ont été vaccinés, j'en fais partie d'ailleurs. Je suis prêt à tourner, mais j'ai peur d'être un peu rouillé. Non, car je n'ai pas travaillé depuis un bout de temps. Non, créativement parlant, ce n'est pas terrible quand vous essayez de concevoir quelque chose dans ce contexte particulier sans sortir de chez vous. C'est comme si j'avais été arrêté. Je devrais peut-être voir les choses comme ça après tout, car plein de gens ont écrit de belles choses pendant qu'ils étaient en prison. C'est donc un réalisateur, Martin Scorsese, qui a été vacciné. Carpenter. Non, qui parle de vaccination Spielberg. Et de son prochain film. Non plus. C'est une interview qu'il a accordée pour son prochain film, Coppola. justement. Non, c'est un tournage qui va commencer à l'automne. Michael Bay. Tant que l'épidémie soit moins virulente, non. Et c'est un réalisateur qui a sorti un film il y a 1 an ou 2 ans, notamment avec Brad Pitt, c'était ce film. Je suis perdu. Ridley Scott. Non. Alors son prochain film s'appelle Armageddon Times. Ah oui, James Gray. Oui. J'en ai aucune idée. James Gray, absolument. On arrive à la Sherlock Holmes. Cette fois, on fait une Sherlock Holmes. Vous gagnez 3 points si vous avez la bonne réponse. Je commence. J'ai été désigné conducteur le plus dangereux du cinéma. Vin Diesel. Oui, absolument. Vin Diesel, d'après une étude c'est vrai, qui concernait les destructions de voitures à l'écran, il a planté 61 véhicules, dont 57 alors qu'il était au volant. J'espère qu'il est pas loin, Samina, c'est rien. Je ne sais pas, je t'avoue, je ne sais pas. Mais vous passez à 8, l'équipe de Simon. Il y avait Jason Statham notamment dans le top. N'importe quoi. Bah, il est dans Fast and Furious aussi, ça aide. C'est ça. On arrive à un quiz spécial que nous avons concocté. Le thème, c'est l'Australie, figurez-vous. Sympa. Et on commence avec le qui c'est cela si je vous dis Max Rokatansky et Imperator Furiosa. Ah, Mad Max. Fury Road. Voilà, merci. Oui, parce que bon, franchement, Simon. Oui, absolument, Mad Max Fury Road, tu passes à 9. Une réplique, un film, tous à vos casques. Dans quel film peut-on entendre cette réplique? This the guy? Yeah. Okay. I know. This is where you tell me all about how Animal Kingdom. Non. C'est un film en partie tourné en Australie. Du coup. Mais attends, Australia. Non. J'ai oublié le titre. De l'éléphant dans l'eau là, de l'eau pour les éléphants, de l'eau pour les éléphants. Non. C'est un film d'une réalisatrice. Ah, la leçon de piano. Non, pas cette réalisatrice. D'une réalisatrice oscarisée. La seule. Ah ouais, lequel a été tourné en Australie? Tu devrais savoir parce que vous avez fait un film qui ressemble. Ah bon? Enfin, dans le titre, à un moment donné, ça Point Break. Oui. Ah non. Point Break, absolument. De Catherine Bigelow. Mon prochain indice, c'était Keanu Reeves qui parle. Ça a été direct plus sensé, quoi. Vous passez à 10, l'équipe de Simon. On arrive au résumé raté. Je commence. L'Australie est une très grande île, un peu comme la baraque du personnage du film. Il y a bien des travaux à faire, mais pas besoin d'appeler les maçons du cœur ou les missions tous ensemble, car la maison s'agrandit toute seule pour le plaisir de la petite fille de l'héroïne du film. Une héroïne pas super en forme, mais qui est somnambule, en même temps à 75 ans, elle ferait mieux d'aller en EHPAD. Oui, Relique de Nathalie Erika James, qui est une réalisatrice australienne. Vous passez à 11, Florence. On aura parlé 2 fois de ce film aujourd'hui, quoi. On arrive à Merci le Québec, si je vous dis la loi du plus fort. Animal Kingdom? Oui, absolument. Animal Kingdom de David Michaud. Vous passez à 12. Masterclass. Deuxième film, si je vous dis. Très bon film, Animal Kingdom. Si je vous dis tout simplement Australie. Australia. Oui, absolument. Mais les gars, faut se réveiller. Elle nous donne la réponse, t'as juste à répéter, c'est tout. Ça me faisait rire de vous le donner parce que vraiment. C'est que des films que j'ai pas vus.
On arrive au film qui baise ensemble. On remercie encore une fois Adrien Méniel pour ça. Je commence le synopsis. Michael G est un aventurier hors pair. Crocodile Dundee. Alors le but c'est de trouver. Ah oui, merde, c'est vrai. C'est pas ça le but, ça. Merde, j'ai oublié. Bon, vas-y, on a ça déjà. Sillonnant les plaines australiennes, sorte de Tarzan reptilien, il est repéré par une journaliste qui l'emmène à New York afin de le convaincre de combattre une invasion extraterrestre à l'aide de robots géants haute technologie. Arriveront-ils à sauver le monde et à vivre leur amour ? Je vous le demande. Crocodila Dundee. Non, c'est pas Godzilla. Je te le dis direct. Parce qu'ils combattent les extraterrestres avec l'aide de robots géants haute technologie. Transformers. Crocodile Dundee. Pacific Rim Crocodile Dundee. Non, tu y es presque. Mais tu es presque. Pacific Crocodile Dundee Rim. Oui. Ça marche. C'est dur, mais c'est dur. Je déteste cette question. C'est dur, mais tu l'as eu. Vous passez à 14. Arrêtez là. Moi j'avais mis Pacific Crocodile Dundee, tout simplement. Voilà. On arrive à la pas tournée. Question laquelle de ces acteurs-actrices n'a pas tourné dans un film mettant en scène un kangourou ? Evan McGregor, Kristen Scott Thomas, Zooey Deschanel, Michael Shannon ou Danny Boone ? Est-ce qu'on va les voir apparaître à l'écran ? Oui. Alors Evan McGregor. Qui n'a pas tourné dans un film mettant en scène un kangourou ? Qu'on trouve beaucoup en Australie, figurez-vous. Evan McGregor, Kristen Scott Thomas, Zooey Deschanel, Michael Shannon ou Danny Boone. Aucune idée. Moi j'irais, je sais pas, Zooey Deschanel. Ah ouais, allez. Moi il y en a un que j'ai. Ouais, mais Zooey Deschanel, je vois pas pourquoi elle serait là. Alors Michael Shannon, tu vois, il est trop gros, il y a comme. Bon allez, vas-y, donne ta réponse là. Je sais que Simon il a. La numéro 3. Zooey Deschanel. Et vous aussi. Ouais, Michael Shannon, c'est pas dans Kangaroo Jack qu'il est ? Absolument, dans Kangaroo Jack, tout à fait. Je savais qu'en fait, quand Simon m'a répondu, je savais qu'il connaissait le film. Dans Evan McGregor, c'est dans Jean-Christophe et Winnie, s'il y a Maman Gourou et Petit Gourou. Super. Danny Boone, c'est dans Horton. Il y a un kangourou dans Horton, figurez-vous. C'est pas une animation, mais il y a un kangourou. Thomas qui a pas fait de Et Zooey Deschanel, c'est dans Winnie l'ourson. Je suis désolée de vous dire ça. Par contre, Kristen Scott Thomas, pas de kangourou dans ses films, a priori. C'est important, elle a fait tellement de films. Mais elle a fait des chevaux. L'homme qui aurait à l'oreille des chevaux ou je sais pas quoi. Elle fait les chevaux, oui, elle fait les chevaux, effectivement. Mais ça n'a pas de lien. Non, ça n'a pas de lien. Non. Voilà. On arrive à la casting 5 étoiles. Si je vous dis au casting B.J. Novak, Katy Baker, Ruth Wilson, Bradley Whitford, Jaden Schwartzman, Paul Giamatti, Colin Farrell, Tom Hanks et Emma Thompson. Quoi Nanny McPhee ? Non. T'as dit qui en dernier ? Emma Thompson. Je le fais à l'envers si vous voulez. Emma Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell, Paul Giamatti. Ah, dans l'ombre de Marie. Oui, absolument. Dans l'ombre de Marie de Johnny Hancock. Vous passez à 15. Tous à vos casques. Dans quel film peut-on entendre cette musique ? Ça m'évoque tout de suite l'Australie, quoi. C'est une musique de Dustin O'Halloran. Ah oui. Évidemment. C'est un film de Garth David. Ah, sorti en 2016. Ça, il a fait quoi ? The Raid ? Non. The Rover ? Non. The Raid 2 ? C'est un film avec un certain acteur qui a joué il n'y a pas très longtemps, David Copperfield. Ah ouais, j'ai pas vu. Lion, oui. Lion. C'est quoi ? Absolument. Ouais, Lion. Passé à 16. On arrive au duel time. J'ai confondu. Simon, tu es chef d'équipe et tu es en tête. Mais c'est bon, on a assez d'avance pour une fois. On n'est pas obligé de le faire le duel time même. Ouais, j'avoue que là. Tu veux couper ce quiz maintenant ? Oui. Tu vas pouvoir choisir entre opéra ou nationalité. Nationalité, je m'en fous. Laquelle de ces personnalités n'est pas australienne ? Mia Wasikowska, Cate Blanchett, Sam Neill ou Heath Ledger ? Redis-les. Mia Wasikowska, Cate Blanchett, Sam Neill ou Heath Ledger. Normalement, elle devrait apparaître à l'écran. Mia Wasikowska, là, je sais pas. J'hésitais avec Sam Neill, mais ouais. Ok, je note. Du coup, Antoine, tu as le droit à nationalité. Ah, opéra, pardon. Ah oui, je me disais, j'ai la même question. Dans lequel de ces films ne voit-on pas l'opéra de Sydney ? Bernard et Bianca au pays des kangourous, Le monde de Nemo, X-Men Days of Future Past ou Mars Attack ? Putain, je l'ai, hein. J'ai absolument aucune idée. Tu peux me répéter ? Bernard et Bianca au pays des kangourous, Le monde de Nemo. Ah là, c'est revenu, hein. Pour aider Antoine, il y a du monde. Days of Future Past ou Mars Attack ? Il y en a deux que j'ai vus, je dans me rappelle lequel pas. ne voit-on pas l'opéra de Sydney ? Je sais pas. On va dire Nemo. Mais si, on le voit. J'en sais rien. Alors, Simon, Mia Wasikowska, elle est australienne en fait. Par contre, Sam Neill. Sam Neill, il est néo-zélandais. C'est pareil. Ouais, mais j'hésitais entre les deux. Vous arrivez à 10. Antoine, non, on 11. voit l'opéra de Sydney. 11, pardon. On voit l'opéra de Sydney dans Bernard et Bianca au pays des kangourous. On le voit dans
Mars Attack, Oui, parce qu'il ça, se fait exploser. ça, je me rappelais. Et on le voit dans le monde de Nemo aussi, parce qu'ils arrivent à Sydney à un moment donné, on le voit Bah bien. ouais. Par contre, c'est dans X-Men Apocalypse qu'on le voit, Ah, mais et j'ai pas pas Days vu. of Future Past. Ah, Je suis désolée, bah ouais, quel tu twist. finis à moins De toute façon, 1. j'ai On vu. a une victoire de l'équipe de Simon et Florent, bravo. Pour une fois, à tu vous. peux gagner, fait Florent. Allez, bam. Merci Marie pour ce quiz. Il De est l'heure rien. du générique de fin de cette émission. Merci à tous les chroniqueurs présentes ce soir. Merci à la technique, Claire, Margot, aussi Arnaud. On remercie bien évidemment notre invité du jour, Jean-Philippe Trias, directeur de l'ouvrage Après Wells aux éditions Mimesis, d'être venu nous parler du mythique Orson Welles. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous découvrir sur plein de réseaux sociaux. La semaine prochaine, l'émission s'articulera autour des super-héros, puisqu'il sera question de la nouvelle série Marvel Falcon et le soldat de l'hiver, de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins et du tant attendu Snyder Cut de la Justice League. Mais avant la semaine prochaine, on se quitte comme traditionnellement en musique. En 1998 sortait le seul et unique titre du groupe Stardust, Music Sounds Better With You. 23 ans plus tard, Magenta reprend le titre à sa manière avec Lola le LAN. Ça donne le titre Avec toi. Reprise géniale ou simple traduction littérale, à vous de faire le choix. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant. Je me sens bien, la musique est plus belle quand t'es là. Ce soir, peut-être que tu voudras de moi. Moi je sais pas danser, mais je me sens bien, la musique est plus belle avec